Bien, bonjour à tous. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous que nous n'avions pas eu depuis plusieurs mois. Je vous rappelle que c'est pendant le confinement, autrement dit la tyrannie sanitaire et macronienne qu'on nous a imposée, en nous enfermant chez nous plusieurs semaines de suite et à plusieurs reprises, que Odeya avait eu l'idée de ces conférences pour maintenir d'une part le lien avec ses clients et puis d'autre part maintenir un lien social aussi entre les personnes, sachant que les conférences des visus n'étaient plus possibles. Et donc, nous avons continué ce qui avait commencé donc pendant cette tyrannie sanitaire, et je suis très heureux de voir que tous ceux qui s'étaient inscrits l'année dernière sont quasiment presque tous au rendez-vous. Si vous avez des amis qui étaient inscrits l'année dernière et qui ne se sont pas inscrits, il y en a très peu, eh bien, relancez-les amicalement. Ça me fera toujours très plaisir d'avoir beaucoup de monde à ces rendez-vous. Donc cette année, nous continuons dans la géopolitique, bien sûr, mais avec un premier sujet un tout petit peu en marge. Est-ce que parler de wokisme et de cancel culture, c'est de la géopolitique ou pas? Eh bien oui, malgré tout, c'est de la géopolitique. J'en veux pour simple preuve que Vladimir Poutine récemment, dans un discours, a évoqué cette décadence occidentale, et il a pris pour exemple ce wokisme qui consiste par exemple à ne plus appeler les parents père et mère, mais parent 1 et parent 2. Et il s'est moqué de ça dans un discours récent. Il avait même poursuivi le jeu jusqu'à dire parent 3. Donc il a dit, vous en Occident, vous êtes parent 1, parent 2, parent 3. Nous en Russie, eh bien il y a des pères et des mères. Et donc on voit bien que là aussi, on est au cœur de la guerre civilisationnelle qui est en train de se passer en Ukraine. Et cette guerre civilisationnelle qui nous est imposée en ce moment par l'Amérique, mais qui, vous le verrez, ne vient pas seulement d'Amérique, mais aussi de France, eh bien, concerne le wokisme et la cancel culture. En passant, je vous présente toutes mes excuses pour ces anglicismes abominables que je vous inflige, mais si on avait mis comme titre l'éveil et la culture de l'effacement, certains auraient eu des doutes en disant mais qu'est-ce qu'il veut dire par éveil? Eh bien, c'est wokisme et cancel culture, c'est plus parlant, mais j'espère qu'on trouvera des mots français un jour pour mieux caractériser tout cela. Alors, quand je vous dis que ça vient de France de façon récente, ce wokisme et cette cancel culture qui veulent donc détruire notre civilisation. Mais les premiers précurseurs, il faut rappeler les choses, ce sont Voltaire et Rousseau. Je suis fasciné quand je lis des articles dans des journaux aussi légers que le Figaro Magazine, puisque récemment, il vient de consacrer sa une au wokisme. Après avoir lu Ça ou rien, c'était pareil. On ne remonte pas aux sources, on ne va pas au fond des choses. Si le Figaro allait au fond des choses, ce ne serait plus le Figaro. Mais tout de même, les précurseurs, ce sont eux, les premiers, Voltaire et Rousseau. Pourquoi? Parce que la civilisation chrétienne de l'époque était fondée sur, premièrement, l'Église. Et donc, quand Voltaire a passé sa vie à combattre la gueuse, l'abominable, c'est ainsi qu'il appelait l'Église, eh bien, il était en quelque sorte un adepte non pas du wokisme, ça c'est prématuré, mais en tout cas de la cancel culture. Il fallait effacer cette culture occidentale chrétienne. Et Rousseau est allé encore plus loin avec, par exemple, son mythe du bon sauvage, que vous connaissez tous. Eh bien, ce mythe du bon sauvage, c'est aussi une culture de l'effacement, c'est aussi le souci d'effacer tout ce qui a fait la civilisation occidentale, parce que le bon sauvage, ça signifie que la civilisation en elle-même dégrade l'homme, que l'homme n'est bon, que la nature le corrompt, que la nature, est bonne, que l'homme est bon et que la civilisation le corrompt. Or, c'est exactement le contraire. L'homme ne n'est pas bon. On le sait, nous, quand on a des enfants, on sait qu'il y a des instincts chez les enfants, des instincts de désobéir, des instincts de mentir, de manger des bonbons en cachette. Ce ne sont pas toujours, évidemment, des graves défauts, mais on sent bien que la nature n'est pas bonne et qu'il faut la redresser. Tout ça est issu évidemment du péché originel, et qu'il faut la redresser par l'éducation, par la civilisation. Et d'une certaine manière, Voltaire et Rousseau sont les premiers adeptes de la cancel culture. Et malheureusement, leurs idées vont triompher.
Leurs idées vont triompher avec la Révolution française. On ne soulignera jamais assez que la Révolution française est une rupture, mais absolument fondamentale dans notre civilisation. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le cadre d'un régime issu de la Révolution française. Ça dure depuis maintenant 250 ans, 230 ans. Ça s'arrêtera peut-être un jour, espérons-le, mais on est toujours dans cette continuité révolutionnaire. Et je vous ai mis donc ce joli tableau d'Hubert Robert. Hubert Robert, vous savez, était spécialiste des ruines. Et là, qu'est-ce qu'il représente sur ce tableau? Eh bien, tout simplement, le déménagement, la profanation de toutes les tombes des Bourbons à Notre-Dame. Ils ont été creusés dans la crypte, qu'ils ont d'ailleurs démolie au passage, et ils ont sorti les tombeaux des rois et des reines qui étaient dans la crypte de la basilique Saint-Denis pour les disperser aux quatre vents. C'est un exemple extraordinaire de cancel culture, de la culture de l'effacement. On efface le passé, on efface la monarchie, on efface les rois et les reines, et on s'attaque aux cadavres, on s'attaque aux squelettes, ce qui est quand même une marque de rupture civilisationnelle extraordinairement forte. Ce sont des sauvages, il n'y a pas d'autre mot. Et puis, faisons aussi un lien, c'est ça qui est très intéressant, faisons aussi un lien avec le marxisme. Le marxisme, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez tous l'Internationale, même si vous ne le chantez pas très souvent, j'imagine. Eh bien, du passé faisons table rase, c'est exactement ça. On est exactement dans cette optique de rupture avec la civilisation. Et donc, on a l'impression aujourd'hui que le wokisme, la cancel culture et tout ce qui va avec, on va avoir en même temps tout ce qui agresse notre civilisation, on a l'impression que ce sont des phénomènes nouveaux, mais pas du tout, pas du tout. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ils apparaissent sous des formes nouvelles, bien entendu, mais le fond est là depuis très longtemps. Le fond est là depuis Voltaire et Rousseau et depuis le marxisme. Et là, sur cette photo, vous avez 4 sympathiques personnages, donc Marx, Engels, Lénine et Staline. Du passé, faisons table rase, nous sommes au cœur de la cancel culture. Et je continue avec la séparation de l'Église et de l'État. La séparation de l'Église et de l'État, qu'est-ce que c'est au fond? Mais c'est exactement la même chose. Pour arriver à faire du passé table rase, pour arriver à supprimer la civilisation, eh bien, il faut commencer par une chose très simple, séparer l'Église de l'État pour que l'aspect religieux, l'aspect catholique de la civilisation, c'est-à-dire au fond l'enseignement, tout simplement, eh bien, ne puisse plus être exercé. L'enseignement catholique doit être mis à bas. Et les moines sont expulsés, vous avez cette image de la Grande Chartreuse, l'expulsion des congrégations religieuses qui a eu lieu donc légèrement avant la séparation de l'Église et de l'État, et puis la séparation elle-même, puis les inventaires. Vous voyez à gauche une photographie du petit journal. Une fois l'Église et l'État séparés, eh bien les églises rentraient dans le giron du patrimoine étatique, et donc il fallait faire les inventaires. Et ces inventaires consistaient à rentrer sauvagement dans les églises et à ouvrir les tabernacles et à voler à l'église tout ce qui lui appartenait, à commencer par les calices. Et bien souvent, dans ces calices, il y avait des hosties consacrées. Et donc, devant ces églises, vous avez eu des milliers et des milliers de catholiques qui se sont mis devant pour empêcher les soldats, la troupe, les gendarmes, toujours là pour servir le régime quel qu'il fût, eh bien, pour les empêcher toutes ces profanations. Il y a eu des martyrs, il y a eu des catholiques qui ont été assassinés par la police de la République dans ces années terribles de séparation de l'Église et de l'État. Je crois que l'on peut remonter cela à Voltaire et Rousseau, à la Révolution française, et donc à la culture de l'effacement. Il faut effacer tout ce qui avait fait la civilisation chrétienne. Je vois qu'il y a déjà des questions, vous me pardonnerez, mais j'y répondrai à la fin. Mai 68, je saute les ans parce que, bon, il y a eu la guerre de 14, il y a eu la guerre de 40, et tout ça n'a que peu joué dans l'aspect civilisationnel, même si en 1945, tout de même, il y a une rupture dans ce domaine-là. Mais la vraie rupture va avoir lieu avec mai 68. Mai 68, vous voyez sur la photo de gauche, abat le pouvoir mâle. On est donc au début du féminisme, même si le féminisme, là aussi, est beaucoup plus ancien.
les suffragettes de 1900-1910, notamment en Angleterre, réclamaient le droit de vote. Après tout, c'est bien légitime. Je me suis toujours demandé pourquoi les femmes n'avaient pas le droit de vote et les hommes avaient le droit de vote. Ça là-dessus, ça n'est pas être féministe de considérer que, bien évidemment, de ce point de vue-là, les hommes et les femmes doivent avoir absolument les mêmes droits. Mais en 1968, le droit de vote pour les femmes est fait, et là, on est à bas le pouvoir mâle, c'est-à-dire qu'on considère que le pouvoir doit devenir féminin, on considère que le mâle est l'ennemi. C'est le début du féminisme beaucoup plus agressif que les suffragettes, même si chez les suffragettes, il y avait ce genre de revendications, mais dites de façon beaucoup plus calme. Et puis surtout à droite, vous avez l'abominable Cohn-Bendit, qui devrait être en prison pour pédophilie depuis bien longtemps. Il a reconnu lui-même dans des livres s'être livré à des actes de pédophilie, mais bien sûr, ça, on n'en a jamais parlé. Quand il s'agit d'un prêtre, ça fait la une des journaux, des médias de grand chemin, comme dirait l'autre, et de BFM et compagnie. Mais quand il s'agit de Cohn-Bendit, le pardon est là, et on ne parle plus des actes pédophiles de ce triste individu. Et qu'est-ce qui a suivi mai 68, eh bien, c'est la révolution sexuelle. Et cette révolution sexuelle qui va arriver, qui va mettre fin, d'une certaine manière, au mariage catholique, après il y aura d'autres phénomènes qui vont avoir lieu, c'est à partir de ce moment-là que massivement, les jeunes commencent à vivre en concubinage, à ne plus penser au mariage. Là aussi, c'est la culture de l'effacement. Parce que le mariage, avec comme finalité, comme l'enseignait le catéchisme, que c'est une procréation, eh bien, il fallait là aussi mettre à bas, après s'être attaqué à l'enseignement catholique, il faut aussi s'attaquer au sacrement et à commencer par le mariage, qui est le symbole le plus fort, évidemment, de cette culture chrétienne. Et dans le même temps, dans les années qui suivent, immédiatement mai 68, et ça c'est très important et très intéressant ce qui se passe, parce que vous avez trois intellectuels français. Ils s'appellent Gilles Deleuze, Michel Derrida et Michel Foucault, Jacques Derrida, pardon, et Michel Foucault. Ce sont trois intellectuels qui, chacun dans leur domaine, plutôt philosophique tout de même, vont bâtir une théorie de la déconstruction. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer chez ces intellectuels, ce ne sont pas des anarchistes. L'anarchiste, c'est la destruction. Là, nous ne sommes pas dans la destruction, nous sommes dans la déconstruction, c'est-à-dire qu'il faut patiemment, comme un jeu de Lego, comme un puzzle, enlever les pièces une par une. On enlève les pièces une par une pour déconstruire tout ce qui a fait la civilisation chrétienne, c'est-à-dire 2000 ans finalement, depuis la naissance du Christ jusque dans ces années 1970, même s'il faut avoir bien conscience, comme je vous l'ai dit, que tout cela est l'héritage de la Révolution française et des décennies qui ont suivi. Et alors, de façon très intéressante, ces intellectuels, Deleuze, Derrida, Foucault, seront assez peu écoutés en France. Ils n'auront pas un succès considérable, et ce sont aux États-Unis que leurs théories vont être reprises, approuvées et popularisées. Et pas n'importe où aux États-Unis, dans les universités de la côte ouest et de la côte est. On retrouve d'ailleurs parfaitement aujourd'hui la fracture complète entre ces deux Amériques qui sont, tous les observateurs le reconnaissent, au bord de la guerre civile, c'est-à-dire entre l'Amérique de Trump et celle de Biden, pour schématiser, mais tout de même c'est assez ça, le fermier du Middle West, l'homosexuel de la côte ouest et l'intellectuel dévoyé de la côte est. Eh bien, ce sont les universités américaines qui ont repris ces théories de Deleuze, Derrida et Foucault, qui, il faut bien le noter, n'avaient aucun succès en France, un succès d'estime au sein des intellectuels de gauche, repris par le journal Le Monde, par en dehors de ces intellectuels de gauche. Mais aux États-Unis, l'ensemble des universités, en tout cas beaucoup d'universitaires, se sont beaucoup intéressés à ces théories de la construction, de la déconstruction de Deleuze, Derrida et Foucault. Et c'est pour ça qu'ils ont baptisé ça la French Theory. La French Theory, c'est le wokisme avant la lettre. C'est la culture de l'effacement avant la lettre. Il faut effacer l'homme ancien et passer à l'homme nouveau, mais pas celui de Saint Paul, celui du nouveau monde, le nouveau monde de la déconstruction, de la déchristianisation, de la destruction de la civilisation. Et aujourd'hui encore, trop peu font référence à ces intellectuels en parlant du wokisme et de la cancel culture, en disant que ce sont des phénomènes modernes. Non, non, non. Déjà, au tout début des années 70,
Deleuze, Derrida, Foucault développaient ces théories de la déconstruction. Un autre déconstructeur, c'est Pierre Bourdieu. Alors c'est intéressant Pierre Bourdieu parce qu'il est énormément cité encore aujourd'hui dans les universités françaises. Et vous voyez les deux citations que j'ai mises. Une des propriétés des sondages consiste à poser aux gens des problèmes qu'ils ne se posent pas, ce qui est vrai d'ailleurs. À faire glisser des réponses à des problèmes qu'ils n'ont pas posés, donc à imposer des réponses. Ce qui est amusant, c'est que des gens comme nous pourrions parfaitement souscrire à ce propos. Et c'est tout le côté un petit peu ambivalent, c'est-à-dire que quelquefois, ils appuyaient sur des problèmes qui étaient justes. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de racisme en France ? C'est une façon aujourd'hui de dévoyer la question qui devrait être, est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigration en France ? Alors un certain nombre d'instituts de sondage posent la question de la façon que je viens de dire, c'est-à-dire y a-t-il trop d'immigration en France ? Et d'autres, y a-t-il trop de racisme en France ? C'est une façon de déconstruire la question et de ne pas répondre aux vrais problèmes. Et donc Bourdieu était passé maître dans l'art de cela. Par contre, sa deuxième citation, là, on ne peut en aucun cas y souscrire, elle n'est pas ambivalente. L'histoire sociale enseigne qu'il n'y a pas de politique sociale sans un mouvement social capable de l'imposer. On est directement dans la Révolution française, la Révolution russe de 1917. On est directement dans la Révolution, puisque de toute façon, par les urnes, nous ne parviendrons jamais à ce qu'il y ait une politique sociale à laquelle nous aspirons, et donc il faut un mouvement social capable de l'imposer, c'est-à-dire au fond une révolution. Pourtant, ce ne sont pas des anarchistes, ce sont plus des déconstructeurs, comme je vous l'ai dit, que des anarchistes. Les théories du genre, c'est une autre facette du wokisme et de la cancel culture. Il faut bien se représenter ce wokisme et cette cancel culture, non pas comme une offensive unique, mais comme une offensive protéiforme. C'est-à-dire que vous pouvez reprendre l'image de multiples bateaux pirates qui attaquent la citadelle. Il y a une citadelle, la citadelle de la civilisation, et autour, il y a des bateaux pirates. Et ces bateaux pirates, il n'y en a pas un très gros qui arrive en disant « cancel culture, wokisme ». Non, d'ailleurs, le cancel culture et le wokisme, on va y revenir, ce n'est pas du tout la même chose, même si, au fond, l'objectif est exactement le même, la destruction, la déconstruction. Eh bien, vous avez le wokisme, vous avez la civilisation, et vous avez les théories du genre. Et les théories du genre, dont on a le sentiment là aussi que c'est nouveau, mais rien n'est plus faux, c'est très ancien. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, vous voyez la photo de ce couple maléfique qui a fait tant de mal, qui toute leur vie auront développé la haine de ce qu'ils sont, c'est-à-dire français, la haine de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des Blancs et issus d'une civilisation chrétienne. Déjà en 1945, c'était les plus féroces épurateurs et c'est eux qui ont interdit de l'être, qui ont participé évidemment à l'exécution de Brasillac et de bien d'autres, et ce sont eux qui ont interdit d'écrire plusieurs écrivains coupables de penchants vichistes ou pétinistes, alors que Jean-Paul Sartre lui-même, il faut bien le rappeler, a fait jouer ses pièces devant l'occupant allemand pendant à peu près toute l'occupation allemande. Faites comme je dis, ne faites pas comme je fais. Et donc Simone de Beauvoir, elle a développé la première, la théorie du genre. On ne naît pas femme, on le devient. Alors ça, on est au cœur de cette théorie où on ne naît pas homme et femme, mais tout ça est une construction sociale et non pas un fait de la nature. Et donc à partir du moment où c'est une construction sociale, intellectuelle et religieuse, eh bien, on ne naît pas femme, on le devient. Il suffit d'avoir eu des enfants et d'avoir maintenant des petites filles pour les voir sans que personne ne leur dise quoi que ce soit, se précipiter vers une poupée pendant qu'un petit garçon va se précipiter vers un ballon de foot ou vers une voiture à pousser, ou pire, vers des petits soldats qui traînent, eh bien, pour voir qu'il y a un instinct, il y a une nature féminine et masculine. Je sais que vous en êtes tous convaincus et je vous rappelle des évidences, mais Simone de Beauvoir, quand elle dit « on ne naît pas femme, on le devient », là, elle jette un pavé dans la mare d'une extrême violence et d'une extrême efficacité. Il faut bien voir qu'à partir de ce moment-là, dans la foulée de la French Theory, dans les universités américaines des deux côtes, eh bien, dans les universités françaises, on commence à s'intéresser à ce féminisme beaucoup plus intellectuel que le féminisme des excités de mai 68 qui criaient « à bas le mâle blanc ».
fois qu'on avait dit à mal blanc, on n'avait rien dit. Par contre, on ne naît pas femme, on le devient. Là, le ver est dans le fruit d'une façon beaucoup plus insidieuse et beaucoup plus dure. Et donc, ça va être la théorie de Simone de Beauvoir toute sa vie, et elle va être reprise par de très nombreux autres intellectuels. Et il est très intéressant de voir aujourd'hui que certaines féministes, comme Madame Badinter ou Madame Agazenski, la femme de Lionel Jospin, qui a été interdite de conférence à Sciences Po Bordeaux parce qu'elle expliquait qu'elle était contre la GPA, eh bien, elles sont issues de la pensée de Simone de Beauvoir. Ce sont un peu les arroseuses arrosées. Donc, je ne m'en réjouis pas parce que ça montre quand même un niveau de déliquescence ahurissant. Mais que ces féministes de la première heure soient aujourd'hui prises à leur propre piège, je veux dire qu'il y a une certaine logique à tout ça, comme Jadot qui se fait casser sa voiture par des écolos plus extrémistes que lui. C'est toujours comme ça. Les révolutions dévorent leurs propres enfants. Je passe à la méthode globale. Pourquoi la méthode globale? On est toujours dans l'optique de mai 68. Il y a une continuité dans tout ça. Il y a la révolution sexuelle avec Cohn-Bendit, où tout est permis, y compris la pédophilie. Vous avez les hommes et les femmes qui finalement pourraient être autre chose que des hommes et des femmes. Mais en même temps, non seulement il faut détruire les cœurs, il faut détruire les âmes, il faut détruire la morale, mais il faut détruire les cerveaux aussi. Et pour détruire les cerveaux, eh bien, il faut que la transmission ne se fasse plus. Ça, il y a une très belle phrase de l'Évangile, qu'as-tu fait de tes talents? Et dans d'autres endroits, on rappelle cette nécessité de la transmission. Il y a une phrase très, très célèbre, j'ai transmis ce que j'ai reçu, ce qui est tout à fait fondamental. Et c'est ce que les parents ont fait pendant des siècles, pendant des millénaires. Ils ont transmis ce qu'ils ont reçu. Et il faut donc, exactement comme dans la foulée de l'interdiction de l'enseignement par les congrégations religieuses au début du XXe siècle, eh bien, il faut dorénavant empêcher cette transmission. Et le nœud du problème est là, et ils l'ont très bien compris, tous ces déconstructeurs. Ils ont très bien compris qu'en changeant la méthode de transmission, c'est-à-dire en changeant toutes les règles intellectuelles à l'école, eh bien, finalement, les parents ne pourraient plus transmettre à leurs enfants, surtout ceux qui sont les moins formés, bien évidemment, qui avant avec une confiance aveugle, confier leurs enfants à l'école, même si en 1900, 1910, même au moment de la séparation de l'Église et de l'État, même à ces moments-là, ce qu'on a appelé les hussards noirs de la République, tous ces instituteurs, eh bien, même s'ils étaient anticléricaux, même s'ils étaient pour beaucoup francs-maçons, en tout cas, il y avait une transmission intellectuelle de très haut niveau. Si vous voyez, il y a certains livres qui ont été réédités récemment, des examens du certificat d'études de 1900. C'est impressionnant le certificat d'études en 1900. Et donc, l'affadissement intellectuel qui s'est passé en un peu plus de 100 ans est proprement incroyable. Et pour ça, on a employé des méthodes très simples. Alors, j'ai pris l'exemple de la méthode globale, parce que c'est le plus ambivalent. Pourquoi aujourd'hui tant d'élèves sortent sans savoir lire et écrire convenablement du CM2 pour entrer en 6e? Mais c'est notamment à cause de la méthode globale. Et donc, la méthode globale, la méthode qui fait acquérir à l'élève une stratégie de déchiffrage des mots, vous voyez ce langage complètement abscon, voire des phrases en tant qu'image visuelle indivisible. C'est formidable, même nous, on ne comprend rien. Alors, vous imaginez le pauvre enfant de 8e, de 7e, de 9e, à qui, je prends exprès les anciennes appellations, à qui on va expliquer qu'il ne faut plus décomposer par lettre puis par syllabe. Il y avait une progression là chronologique, et je parle de chronologie de la même façon. On a supprimé la chronologie en histoire pour qu'on n'y comprenne plus rien. Les livres d'histoire modernes aujourd'hui, hormis les écoles hors contrat, les écoles correctes, c'est hallucinant, on ne comprend rien. Alors on parle tout à coup de l'empire malien au XIVe siècle, comme si ça pouvait nous intéresser, et on ne parle plus de l'empire romain, et si on en parle, ça va être sous l'angle social, sous l'angle sociologique, sous l'angle moral, sous l'angle évidemment sexuel, mais plus jamais sous l'angle chronologique, plus jamais l'angle, eh bien là, César a battu Pompée ou Auguste a battu Antoine, jamais. Et c'est arrivé après César, parce qu'après César, il y a eu Auguste. Ah non, 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 surtout pas. On va en prendre un au hasard, dont on va parler de sa vie, et on ne saura ni qui est le prédécesseur, ni qui est le successeur. Donc il faut casser les enchaînements logiques pour détruire les cerveaux. Ça a marché de façon absolument remarquable, et tous ces gens-là ont mis la main sur l'éducation nationale.
Et vous avez tous remarqué que depuis toutes ces années-là, pas un ministre de l'Éducation nationale n'a osé revenir sur toutes ces choses-là, et y compris aujourd'hui dans les écoles dites catholiques sous contrat, mais ils sont rentrés dans ce système-là. Et les élèves qui en sortent, bien sûr, le niveau intellectuel reste bien souvent d'un bon niveau, mais ce ne sont plus les mêmes intellectuels. Et on ne parle plus exactement de la même chose. Et en tout cas, la transmission a été rompue. Voilà à quoi servait la méthode globale. Un autre bateau pirate, puisque je vous ai pris cet exemple des bateaux pirates, eh bien, un autre bateau pirate, ce sont les anglicismes. Vous allez trouver que là, franchement, y a-t-il un lien? Bien sûr qu'il y a un lien, parce qu'il faut détruire les cœurs, il faut détruire les âmes, il faut détruire les cerveaux, il faut détruire la langue. Et pour détruire la langue, quoi de mieux que les anglicismes? Alors, évidemment, là, j'ai pris ces exemples-là que vous avez sous les yeux, que je ne répéterai pas, on les connaît tous par cœur, mais c'est une façon aussi de vous inciter tous, très amicalement, mais à faire attention à ça. Y compris dans nos familles d'idées, y compris les meilleurs pères de famille et mères de famille nombreuses qui élèvent leurs enfants, très souvent, on entend des anglicismes. Alors certains sont très compliqués à éviter. Moi-même, je vous parle de wokisme et cancel culture. Je suis mal placé pour vous faire la leçon d'une certaine manière. Mais vous avez bien compris que je ne vous fais pas la leçon. C'est une façon de prendre conscience de la gravité de la situation. Et il faut se battre pour déjà soi-même se forcer à supprimer les anglicismes tant que c'est possible. Il y en a un certain nombre qui ne sont pas possibles. L'excellent écrivain Jacques Perret, qui n'avait pas réussi à transformer sandwich, il ne savait pas comment dire sandwich, il l'avait francisé dans ses romans, et sandwich, il l'écrivait O-U-I-C-H-E pour au moins le franciser. Après tout, pourquoi pas? Tout au long des siècles, il y a eu des emprunts de mots entre la langue anglaise, la langue allemande, la langue française, sans parler évidemment du latin et du grec, mais entre toutes les langues vivantes, il y a eu des emprunts. Et des emprunts, il y a des mots français qui sont devenus des mots anglais, et réciproquement. En soi, ça n'est pas scandaleux. Ce qui est épouvantable, c'est cette multiplication des anglicismes, et on peut y arriver en entreprise, c'est assez compliqué, mais on peut y arriver, surtout dans les petites entreprises. Dans les très grandes entreprises, je reconnais que c'est pas toujours facile, et des cadres supérieurs de très grands groupes multinationaux me confiaient qu'ils avaient le plus grand mal, et que quand ils évoquaient la possibilité de supprimer tel ou tel terme pour le remplacer par un terme français, tout le monde les regardait en disant cet homme est fou. Donc c'est un combat qui est difficile, mais c'est un combat que nous devons mener et qui malheureusement n'est pas assez mené. Je pense que nous n'avons pas pris assez conscience de la gravité de la situation et du fait que c'est une déperdition culturelle tout à fait fondamentale. Et donc, au lieu de dire, je prends juste cet exemple-là, on parle de dealer et de deal de drogue, c'est que là, pour le coup, c'est quand même pas compliqué de dire trafiquant de drogue ou trafic de drogue. Là, c'est simple. Et donc, arrêtons d'employer tous ces termes. Nos amis belges nous donnent l'exemple. Ils n'emploient jamais le terme corner pour le football. Ils parlent de coup de pied de coin. Eh bien, entraînons-nous. Et pour ça, le meilleur théoricien, eh bien, c'est notre ami George Orwell. George Orwell a écrit 1984. Si certains d'entre vous n'ont pas lu 1984, je vous supplie de lire 1984. C'est une lecture absolument nécessaire et tellement actuelle. Et plus les années passent, plus elle devient nécessaire. Et dans 1984, donc de Orwell, qui vient pourtant de l'extrême gauche, il était volontaire d'extrême gauche dans les brigades internationales en Espagne, et lui, il a pris conscience du totalitarisme à partir de son expérience, de sa connaissance du communisme et de l'Union soviétique. Et donc, il a inventé plusieurs concepts, plus exactement, il a révélé plusieurs concepts qui sont aujourd'hui encore, qui nous servent beaucoup pour comprendre ce qui se passe. Tout d'abord, la novlangue. La novlangue, pour ceux qui n'ont pas lu 1984, je rappelle ce que c'est. C'est lui qui a inventé cette expression, avec donc l'invention d'un nouveau langage. Et l'invention d'un nouveau langage, ça va consister à quoi? Au fond, pas en inventer réellement un, mais à appauvrir le langage existant. Et vous avez ces scènes absolument fascinantes dans 1984, cette explication fascinante d'un comité, un comité théodule quelconque qui se réunit et qui voit quels sont les mots de vocabulaire qu'il pourrait supprimer de la langue.
Et chaque année, ce comité se réjouit que tant de mots ont été supprimés du dictionnaire. Et au fur et à mesure que les années, que les décennies passent, eh bien, le dictionnaire diminue en quantité. Et donc, le nombre de mots utilisables dans ce pays de 1984 diminue chaque année. C'est fascinant comme idée. Orwell était un génie. C'est fascinant parce que c'est exactement ce qui se passe chez nous. Quand vous écoutez des jeunes de toute tendance, de toute race, de toute religion parler dans la rue, eh bien, c'est d'abord extraordinaire la façon dont l'accent devient le même, qu'il s'agisse de maghrébins, qu'il s'agisse de noirs, qu'il s'agisse de blancs. Je suis fasciné par ça dans les rues de Sartrouville, où j'habite, de voir, alors c'est une ville populaire, donc l'observatoire de ce point de vue-là est plus intéressant. Ils finissent par prononcer les mots avec le même accent. Et ce qui était très extraordinaire aussi à observer, c'est que le langage s'est considérablement appauvri. Ils emploient tous les mêmes mots. Et donc, ils ont un vocabulaire réduit à quelques centaines de mots. C'est impressionnant, impressionnant. Et qui dit réduction des mots, dit réduction de la pensée, évidemment, réduction du cerveau, réduction de l'intelligence, évidemment. La culture générale, la langue, c'est le moteur de l'intelligence. Et donc, si l'intelligence a moins de mots pour s'exprimer, mais l'intelligence va baisser aussi. Et donc, c'est extrêmement intéressant et c'est incroyablement anticipateur de la part de George Orwell d'avoir imaginé cela, parce que pour le coup, même Cohn-Bendit, même Voltaire et Rousseau, et Dieu sait s'ils écrivaient bien, ces traîtres, eh bien, ils n'avaient jamais envisagé une seconde d'appauvrir la langue française. Eh bien, finalement, c'est ce à quoi nous arrivons. Et on rejoint les anglicismes dont je parlais à l'instant, cette espèce de nouveau langage universel qui est un anglais très appauvri. Des anglais lettrés me confiaient que c'est affligeant, le langage des multinationales, le langage employé dans les réunions internationales, c'est pas du tout du bon anglais littéraire, je veux bien le croire. Je suis tellement mauvais en anglais, je suis incapable d'être juge, mais je leur fais confiance. Et donc, on est très très loin de la langue anglaise. Des grands écrivains, sans même remonter jusqu'à Shakespeare, des grands écrivains anglais, ne serait-ce que du 19e, Thomas Hardy ou George Eliot, dont on me dit que la pureté de la langue anglaise, c'était impressionnant. Et donc, la langue anglaise elle-même s'appauvrit tout en devenant une langue universelle. Donc, on est dans le cadre, parallèlement au mondialisme, d'un langage universel appauvri qui permet à tout le monde de se comprendre à peu près, mais au fond, sans jamais rien approfondir. Et comme le disaient certains philosophes et linguistes qui avaient étudié la question, on perd la subtilité de la pensée. On est toujours dans le schéma, on est toujours dans le résumé vulgaire, pas dans la synthèse, qui elle n'est pas vulgaire, mais dans le résumé vulgaire, et au fond, il n'y a plus aucune nuance de la pensée. Accessoirement, sur le plan politique, même si j'insiste sur le novlangue et sur le Big Brother Watching You, tout ça vient de George Orwell, et quelquefois on l'ignore. Eh bien, vous avez d'autres éléments absolument passionnants dans 1984, qui sont, par exemple, les 2 minutes de la haine. Tous les jours, on réunit le peuple et pendant 2 minutes, on va lui montrer à l'écran un ennemi. Aujourd'hui, il s'appelle Poutine, c'est très simple. Ça dure beaucoup plus que 2 minutes. C'est tous les soirs, sur toutes les chaînes d'information. Et là, vous pouvez jeter des tomates sur le téléviseur, hurler, lever le poing, etc. Et donc, c'est impressionnant de voir que tous les schémas de George Orwell, eh bien, sont contenus dans ce qui est en train de se passer. Donc, je vous en supplie, lisez 1984. Et si vous l'avez lu à 18 ans, relisez-le comme je l'ai fait très récemment. On y apprend des choses qu'on n'avait pas vues des décennies auparavant. Alors, une autre histoire américaine, parce que tout ça vient de France, mais aussi d'Amérique. L'Amérique a été un relais extraordinaire de toute cette affaire de woke et de cancel culture. Ce sont les GAFAM. Alors, je me trompe toujours parce que je suis vraiment pas un expert, mais enfin, grosso modo, Google, Amazon, Facebook, Apple et puis Microsoft. Et donc, tout cela est en train de façonner notre univers. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que parallèlement à ça, vous avez l'affaire de Twitter avec Musk qui vient de racheter Twitter et qui dit moi, quand je vais racheter Twitter, je rétablirai la liberté d'expression. C'est-à-dire que tous ces GAFAM sont en train de détruire notre univers intellectuel,
sont en train de détruire les livres, tout simplement, et sont en train de tenter de formater toute la jeunesse du monde avec leur téléphone portable et avec tout ce qu'ils peuvent lire sur Google, tout ce qu'ils peuvent acheter sur Amazon, etc. Et tout ce qu'ils peuvent échanger interminablement sur Facebook et même sur Twitter. Mais c'est fascinant aussi d'observer que le piège s'est retourné en quelque sorte. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de désinformation de nos élites mondialistes qui ne passent plus la rampe grâce à cela, grâce à Facebook, grâce à Twitter, grâce à je ne sais quoi encore. Je ne suis pas un expert en la matière, mais moi j'observe que si je vais sur Twitter, j'ai par exemple sur la guerre en Ukraine, eh bien un autre éclairage, pas toujours, mais souvent. En tout cas, il y a des gens qui s'expriment, des observateurs sur place, d'autres analystes, et qui disent attention, attention, les choses sont plus compliquées que ça, et vous avez en quelque sorte une réinformation sur ce sujet-là. Et donc, c'est extrêmement intéressant de constater que cette invasion, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, cette invasion Internet peut avoir aussi des effets bénéfiques. Alors, ça peut corrompre les cœurs, corrompre les esprits. De très nombreux jeunes enfants ont eu accès comme ça à la pornographie, ce qui est une façon quand même de les détruire encore plus sûrement que l'écriture inclusive. Mais il y a eu aussi le rétablissement d'un certain nombre de vérités par cet Internet et par des gens qui ont créé des blogs, qui ont créé des... Bon. Eh bien, évidemment, la riposte est venue. Vous avez tous entendu parler, pardon encore de l'anglicisme, des fake news. Ils se sont alarmés de ça. Et donc, il fallait mettre fin à cette réinformation. On dit, ah là là, ils mentent, ce sont des fake news. Et donc, la législation doit se reprendre sur le sujet. Vous avez des députés très zélés qui veulent prendre des législations anti-fake news. Eh bien, faire adopter des législations anti-fake news. Eh bien, on sait bien à quoi ça sert. C'est empêcher cette réinformation. Et le sommet de cette lutte, c'est le symbole, évidemment, de Twitter qui suspend le président des États-Unis, rien que ça, Donald Trump, qui le suspend de Twitter parce qu'il a contesté la réélection de Biden, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de dire sur Twitter et sur autres, avant le rachat par Musk, on va voir ce qui va se passer, ça va être amusant à suivre, même si c'est pas fondamental, mais quand même c'est important, eh bien de dire finalement il n'y a pas de débat possible. Vous n'avez pas le droit de remettre en cause l'élection de Biden, vous n'avez pas le droit de dire est-ce qu'il y a eu triche ou pas. Est-ce que ces millions de votes par correspondance avec les polices municipales de certaines villes démocrates qui montaient dans les escaliers, il y a de multiples vidéos sur le sujet, et qui repartaient avec des sacs pleins de votes par correspondance pris directement chez les gens, c'est quand même fascinant, cette démocratie qui se veut la plus moderne du monde et qui a le système électoral le plus vétuste du monde. Et donc, ces policiers municipaux repartaient avec des sacs pleins de coffres pour les mettre à dépouiller, et dans des endroits, dans des États difficiles, certaines villes donnaient 90% à Biden. Et ça, eh bien, si je mets ça sur Twitter, fini, compte clôturé, censuré, terminé, on n'a pas le droit. Alors vous imaginez, si j'ai pris cet exemple-là, mais il y en a bien d'autres, c'est-à-dire qu'on ne peut rien remettre en cause de la doxa officielle. Et donc, ces GAFAM, c'est très intéressant à suivre, parce que maintenant, ils sont là pour toujours, si je puis dire, pas pour l'éternité, mais en tout cas pour toujours sur Terre, on n'en fera plus l'économie, autant s'en servir d'une autre façon. Et donc, il y a beaucoup de sites de réinformation, il faut les utiliser et bien sûr les soutenir. Et donc, ce nouveau monde promis par les Jobs, Bezos, Zuckerberg, Bill Gates, eh bien, peut se retourner contre leurs auteurs. Et cet affaiblissement intellectuel auquel ils ont participé peut finalement pour nous, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais penser qu'on a perdu, qu'il ne faut jamais être défaitiste, qu'il ne faut jamais perdre l'espérance, parce qu'on a réussi d'une certaine façon à retourner les choses, et on a aujourd'hui beaucoup de moyens de pouvoir rétablir la vérité. Ça, c'est une façon de préparer la prochaine conférence. Alors, ce n'est pas tout à fait la prochaine, je crois que c'est celle d'après, sur George Soros, qui est un symbole très fort de ce mondialisme immoral qui veut détruire toutes les bases de la civilisation. C'est l'Open Society, mais je ferai une conférence spéciale sur George Soros. J'espère que vous serez nombreux.
Alors, cette fois, nous sommes dans le wokisme, après avoir vu toute cette cancel culture et tous ces bateaux pirates différents attaquer notre civilisation. Eh bien, vous avez ce mouvement wokiste américain. Et donc, we stay woke, nous restons éveillés. Et donc, vous voyez toutes ces femmes, il y a même une musulmane avec son voile, elles sont toutes, aucune n'est blanche, elles sont toutes de races diverses, et c'est pour montrer, donc tout en jean, et c'est pour, en jean, mon pantalon en tout cas, et donc c'est pour montrer que tout ce qui n'est pas blanc est opprimé. Donc nous restons éveillés face à cette oppression. Mais parallèlement à ce wokisme, on pourrait dire, bon, bah, après tout, tout ce qui n'est pas blanc aux États-Unis considère qu'ils sont persécutés. Après tout, ils ont bien le droit de créer des associations et de se défendre. Certes, tout le monde a le droit de créer une association pour se défendre. Simplement, en même temps, on dénonce le méchant. On dénonce qui est le méchant? Le mâle blanc. Le mâle blanc, selon l'expression consacrée, vous aviez eu ce qu'on appelait la Sherpa de François Mitterrand, Anne Lauvergeon, qui avait été une brillante, je crois, normalienne, sans en être complètement certain, et qu'on avait nommée patronne d'Areva, qu'elle a envoyé au désastre. Eh bien, je me rappelle très bien d'un de ses propos un jour, où devant la direction générale qui l'assistait, il y avait à peu près que des hommes blancs. Et puis, au lieu de dire, bon, on va féminiser un petit peu, il a fallu qu'elle fasse sa phrase de haine en disant, j'en ai assez de ces assemblées de mâles blancs, comme si nous, on parlait de femelles. Enfin, c'est incroyable, cette haine entretenue. Et donc, le mâle blanc devient l'ennemi. Et c'est ça, la culture de l'effacement. Et vous avez aux États-Unis, alors le sujet a pris une ampleur absolument incroyable, avec, vous savez, toujours ces anglicismes. Aujourd'hui, on emploie beaucoup le mot problématique en France. Et problématique, ça vient directement de l'américain. Et problématique, on pouvait employer ce mot, on l'employait pas si souvent dans le passé, mais on se disait, bon, tel sujet, c'est quand même problématique, comment on va résoudre ça? C'est naturel, parler comme ça, c'est un mot français aussi. Mais simplement, on n'a jamais parlé de personnes problématiques avant que ça vienne des États-Unis. Et donc, une personne problématique, c'est une personne qui s'est mal conduite. Mal conduite, entendez par là que c'est un mâle blanc dominant. Et vous verrez que d'ailleurs ça va s'étendre, ce ne seront plus que des mâles mais aussi des femmes, et ce ne seront plus que des blancs mais toutes sortes de gens qui vont être concernés par cette sentence absolue, vous êtes problématique, c'est-à-dire que vous avez eu une attitude, vous avez tenu un propos qui ne correspond pas à la doxa officielle de la cancel culture ou du wokisme. Et donc cette personne doit être effacée, elle est cancelled, elle est effacée. Et donc, quelques exemples que je vous cite à titre d'information, cette petite histoire, cette personne n'est pas connue, à droite c'est une enseignante qui, après avoir, pendant le confinement, pendant la tyrannie sanitaire du confinement, Trump était plutôt contre, mais un certain nombre de gouverneurs ont imposé le confinement aux États-Unis, eh bien, fait un cours donc par ordinateur à ses élèves. Et puis après, il y a un professeur qui assiste à ça, donc tout le monde est en visioconférence, les élèves s'en vont, le cours est terminé, tout le monde est censé éteindre, et elle ne s'aperçoit pas qu'un des élèves n'a pas éteint. Et elle parle à ce moment-là à l'autre professeur, et elle lui dit, écoute, je suis embêtée parce que je voulais te parler, tu as vu l'élève là, écoute, elle est nulle, elle mériterait avoir 0 ou 2 à chaque fois. Le problème, c'est que c'est une des rares noires de ma classe et que si je lui mets 0, je vais avoir des ennuis. Donc, je lui mets 10. Mais comment je peux faire? Je suis embêté, je ne sais pas comment faire. Et l'autre lui dit, ah non, mais attends, tu es obligé de lui mettre 10 parce que sinon, si tu lui mets 0, tu vas avoir les pires ennuis, on va traiter là. Et ils discutent de ça pendant 5 minutes. Bon. Et puis à gauche, vous avez sympathique crétin d'élève qui a écouté et qui va dénoncer. Et qui va dénoncer en disant voilà ce qu'elle a dit, ses propos sont inadmissibles. Alors que quand on y réfléchit, ce que je viens de vous dire, eh bien, ça part plutôt d'un sentiment, elle n'est pas en train de dire je me fous qu'elle soit noire ou qu'elle soit blanche, qui serait d'ailleurs le bon raisonnement, elle mérite 0, elle aurait 0 point. Donc elle est embêtée, elle ne veut pas avoir l'air raciste, qui montre quand même l'emprise
terrorisme intellectuel dans lequel vit l'Amérique aujourd'hui, bien pire que nous, il faut en avoir conscience. Et donc cette élève, très fière de lui, l'a dénoncé, elle a été cancelled et elle a été exclue de l'université. Et un cas beaucoup plus emblématique, je pleure pas sur elle, hein, c'est l'auteur d'Harry Potter, œuvre pour laquelle je n'ai pas une passion folle, loin de là. Et donc, Madame Rowling, féministe de la première heure, un jour a protesté parce qu'elle était invitée à un colloque et on ne l'avait jamais appelée Madame. On avait dit, c'était pas parent 1, parent 2, c'était pas personne 1, personne 2, mais elle a bien compris qu'au bout d'un moment, dans ce colloque, il n'y avait pas de monsieur et de madame. Et donc, comme il lui restait dessous de bon sens, elle a un peu protesté, elle a dit, écoutez, maintenant, ça suffit, je suis une femme, pardon pour le détail, j'ai mes cycles comme toutes les femmes, et donc ça suffit, je suis madame. Oh là là, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle n'avait pas dit là? Elle avait rappelé qu'elle était une femme. Mais non, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Elle avait une guerre de retard. Elle choisit d'être femme si elle veut, mais elle n'est pas femme. J'ai récemment reçu, moi, à titre personnel, de la part d'un hôtel dans lequel, avec ma femme, on avait été passé quelques jours, vous savez, les questionnaires de satisfaction. Eh bien, la première question, c'était « Vous considérez-vous comme un homme ?» Le truc s'adressait à moi. Non, mais merci de compléter, monsieur, madame. Comme on dit. Non, vous considérez-vous comme un homme. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que dans tous les coins, dans tous les strates, dans toutes les strates de la société, vous en êtes là aujourd'hui. On ne vous demande plus si vous êtes un homme ou une femme, on vous demande comment vous vous considérez. Donc, Madame Rowling s'est considérée comme une femme, a dit qu'elle était une femme, et donc elle a été elle-même, à ce moment-là, effacée. L'arroseur arrosé, ça c'est quand même drôle. Vous avez tous reconnu Voltaire. Voltaire avec son regard très particulier. Eh bien, c'est la statue d'ailleurs de ce point de vue-là est assez remarquable. Eh bien, Voltaire finalement était raciste. Voltaire a justifié l'esclavage, Voltaire a justifié des choses du XVIIIe siècle. C'est ça aussi qui est fascinant dans cet anéantissement intellectuel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun recul. Bientôt, on jugera la brutalité de l'homme de Néandertal avec nos canons du jour. Ça, ils vont tous être condamnés pour sexisme, ça c'est sûr et certain. Donc l'évolution chronologique de l'histoire, de la société n'est plus jamais prise en compte. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est à sens unique. Parce que s'ils étaient honnêtes, ils pourraient se dire au Moyen-Âge, au lieu de toujours dire, il y a rien que une expression plus exaspérante que de dire tout ça nous renvoie au Moyen-Âge, c'est digne du Moyen-Âge. Mais arrêtons de critiquer le Moyen-Âge. Il avait ses défauts, évidemment, il n'y avait pas de salle de bain. Mais quand même, le Moyen-Âge était sur le plan intellectuel, sur le plan moral, une période absolument lumineuse par bien des côtés. Et les femmes au Moyen-Âge, et Régine Pernoud l'a très bien montré dans ses livres, les femmes au Moyen-Âge étaient considérablement plus respectées qu'aujourd'hui. Mais l'histoire va à sens unique. On va se rappeler que Voltaire a défendu l'esclavage pour des raisons économiques, pour des raisons morales, d'ailleurs parfaitement fausses, mais Voltaire raisonnait faux. Évidemment, l'esclavage en tant que tel ne peut pas être justifié, même pour des raisons économiques, et encore moins pour des raisons morales, et encore moins, comme le sous-entendait Voltaire, il faut lire les livres de Xavier Martin sur ce sujet-là qui sont très éclairants, et encore moins pour des raisons de hiérarchie des races, ce qu'avait fait un peu Voltaire. Et donc, d'une certaine façon, Voltaire, qui fut pourtant un des premiers déconstructeurs, mérite bien, à son tour, d'avoir sa statue peinturlurée par des excités de la cancel culture. Alors évidemment, le pauvre général Lee aux États-Unis, vous connaissez tous le général Lee, le chef des armées sudistes, qui fut pourtant un combattant d'une très grande loyauté et qui n'a il n'y a rien à lui reprocher sur le plan moral. Il était sudiste, il a défendu le Sud, il était contre la guerre, il pensait que c'était une erreur, que le Sud allait perdre. Il a mené loyalement le combat qu'il a perdu avec loyauté. Mais évidemment, aujourd'hui, expliquer un tout petit peu de nuance dans la guerre de sécession est une chose absolument impossible. Et on a déboulonné aux États-Unis toutes les statues de tous les officiers et hommes politiques ayant un quelconque lien avec le Sud, y compris dans les villes du Sud. C'est la culture de l'effacement. C'est au fond l'anéantissement de la culture. Et même Churchill, vous vous rendez compte? Alors moi, je trouve ça fascinant. Vous avez des manifestants
donc wokistes, appelons-les comme on veut, qui sont en train de peinturlurer Churchill, de mettre des expressions injurieuses, insultantes, et vous avez les policiers qui sont là autour et qui regardent débonnaires, et surtout n'empêchant rien. C'est absolument fascinant, le degré de dilettement dans lequel nous sommes entrés. Alors, la censure se développe, autant n'emporte le vent. Inutile de vous dire d'abord cette image abominablement machiste de Clark Gable penché sur la jolie Vivian Leigh et qui va peut-être sans doute l'embrasser, et elle s'abandonnant telle une femme soumise. C'est insupportable cette image. Mais surtout, au-delà de ça, le film incroyablement pro-sudiste, eh bien vous avez donc de très nombreuses vidéothèques aux États-Unis qui ont supprimé ce chef-d'œuvre du cinéma, qui l'ont supprimé de leur vidéothèque. C'est l'occasion, je vous le dis, de lire Autant n'emporte le vent, parce que tout le monde a vu le film, mais tout le monde n'a pas lu le livre. Et vous verrez que le livre est encore 10 fois au-dessus du film. C'est un immense roman qui vaut vraiment le détour. On le commence, on ne s'arrête plus, et les 1200 pages s'avalent à une vitesse impressionnante. Je vous assure que toutes les personnes qui ont suivi mon conseil m'ont remercié et ont dit mais quel roman, quel roman. Et puis Tintin au Congo, je n'ai pas besoin de vous faire un schéma sur Tintin au Congo. Il y a également des médiathèques en France qui ont la collection complète de Tintin, sauf Tintin au Congo. Je ne sais pas pourquoi ils s'arrêtent à Tintin au Congo, parce qu'alors à ce moment-là, des clichés des années 50, 60, il y en a un paquet dans Tintin, comme des stéréotypes, comme disent Le Monde ou Libération, des stéréotypes. Alors là, il y en a plein. Simplement, bon, le talent est tel, et la bande dessinée est si célèbre, ils n'ont supprimé dans l'ensemble que Tintin au Congo. Je les suggère quand même d'approfondir la question. Un bel exemple, vous avez tous lu des petits nègres. Si vous ne l'avez pas lu, c'est le moment. En tout cas, c'est le moment d'acheter des petits nègres d'occasion dans les Emmaüs ou autres. Quand vous voyez des petits nègres, achetez-le vite, parce que maintenant, ils ne s'appellent plus des petits nègres. Ils s'appellent « Ils étaient 10 ». Le mot nègre, c'est insupportable. Peu importe que ce soit le nom d'un rocher sur lequel, à côté duquel se passe l'essentiel du livre. Donc, il y a un rocher qui s'appelle, non pas 10, mais le rocher du nègre ou quelque chose comme ça. Donc, ça n'a rien à voir avec les 10 personnes qui étaient confinées, c'est le cas de le dire, qui étaient confinées dans cette maison où ils vont se faire assassiner les uns après les autres. D'abord, c'est un plaisir de le relire parce que vraiment, c'est très bien monté, très bien fait. Agatha Christie avait un talent fou. Et cette censure ne va donc plus s'arrêter. C'est-à-dire que tous les mots finiront par poser un problème. Dit petit nègre, alors il y a le mot nègre évidemment qui est particulièrement en première ligne, mais à ce compte-là, on peut remplacer plein de titres de romans. Et ce qui est triste dans l'histoire, c'est que le petit-fils ou l'arrière-petit-fils, je ne sais plus, d'Agatha Christie, titulaire des droits, ça fait un moment qu'il se bat lui-même pour supprimer le mot nègre du titre du livre le plus célèbre de ce grand écrivain qui était quand même Agatha Christie. J'aggrave mon cas avec cette image insoutenable. En langage moderne, ça s'appelle un baiser non consenti. Alors, toutes les jeunes filles qui ont rêvé de Blanche-Neige et tous les jeunes gens qui ont rêvé d'être le prince charmant donnant un doux baiser à Blanche-Neige pour la réveiller, d'ailleurs la même scène dans La Belle au bois dormant où Walt Disney aggrave son cas, eh bien, tout cela maintenant est interdit aux États-Unis. Des mesures ont été prises pour que tous ces films soient refaits et qu'il n'y ait plus ces abominables baisers non consentis où des femmes se font violenter sans leur consentement par des hommes qui se croient tout permis. Et Walt Disney est vraiment en tête du militantisme pro-wokisme sur le sujet. Et ce sont eux donc qui ont pris l'initiative de changer tous leurs films. Aujourd'hui, on ne peut plus montrer un Disney moderne à ses enfants. C'était épouvantable. Il y a tout, alors là, les stéréotypes du wokisme et de la cancel culture. À tel point que Disney, dont le siège et dont le plus grand parc d'attractions est en Floride, vous avez aujourd'hui un gouverneur de Floride qui s'appelle DeSantis, qui rêve de succéder à Donald Trump et qui est sur la même ligne que lui, eh bien, il a averti donc Disney qu'il en avait assez de leur propagande wokiste et que dorénavant, eh bien, Disney paierait les impôts qu'ils doivent payer parce que, pour des raisons très obscures,
il doit y avoir sûrement une raison, mais j'avoue que je n'ai pas creusé plus que ça. Disney bénéficiait d'avantages fiscaux absolument considérables. En gros, ils payaient quasiment pas d'impôts. C'est probablement une des seules entreprises américaines qui était dans ce cas-là. Et donc, le gouverneur de Floride a dit, maintenant, vous allez payer. Et donc, Disney est bien embêté, mais ils sont sur leur ligne terriblement idéologique. Alors, le mal se répand dans les universités. Il se répand avec une folie qui est absolument impressionnante. Et vous avez une université sur la côte Est où il avait été décidé qu'il y aurait, vous voyez en bas, Day of Absence, une journée d'absence. Qu'est-ce qu'une journée d'absence ? Eh bien, une journée d'absence, c'est une journée où les Blancs n'ont pas le droit de venir sur le campus de l'université. Ils n'ont pas le droit de venir, c'est réservé à toutes les autres races que les Blancs. Et, alors plus personne ne travaille ce jour-là, tout le monde se réunit et toute la journée va discuter pour savoir comment sortir de cet horizon abominable de la domination du mâle blanc. Et donc vous avez un professeur, celui qui est à droite, qui était un professeur bien connu pour ses engagements très à gauche. Eh bien ce professeur a décrété, non, il a protesté, le malheureux, il ne savait pas ce qu'il faisait, en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de blancs absents? C'est pas possible de faire ça. Tout le monde doit venir. Qu'est-ce qu'on dirait si les Noirs étaient absents ou les Chinois absents? Ça, c'est pas possible. Et donc, rien que d'avoir dit ça, c'est fini. Il n'a plus réussi à faire un seul cours. Terminé. Dès qu'il rentrait faire son cours, il y avait tous les LGBT, tous les wokistes, mais la très grande majorité des étudiants. Cette université s'appelle Evergreen. Et donc, une très grande majorité des étudiants, c'est ça qui est incroyable, qui protestaient, qui empêchaient ce professeur, c'est trop facile d'empêcher un professeur de faire un cours, eh bien, finalement, la direction de l'université a convoqué le professeur et l'a licencié. Et à gauche, vous avez les journalistes de CNN, une des chaînes les plus à gauche du monde, qui est évidemment la référence en France, quand on parle d'une chaîne américaine, on parle de CNN, la chaîne si sérieuse. Eh bien, très gravement, ils ont rendu compte de ça, ils l'ont interrogé, ils ont interrogé tout le monde. On dit, oui, mais là, quand même, ces propos posent problème. Il est problématique, il a été effacé. Et vous avez toute une série de professeurs comme ça d'université aux États-Unis, dont certains se sont suicidés dans l'indifférence générale, qui ne pouvaient plus exercer leur métier, qui se faisaient insulter, menacer de mort. Le wokisme aux États-Unis est d'une extrême violence. Chez nous, ça commence à arriver. Vous avez vu les histoires, sans parler de Mme Gazinski à Bordeaux, vous avez vu l'histoire à Grenoble, ça commence à monter en puissance, mais on est encore loin d'avoir atteint le niveau de violence qu'il peut y avoir aux États-Unis. Et donc, dans les universités, ce sont ces gens-là qui ont pris le pouvoir. Et donc ça, c'est pas une journée d'absence, parce que vous voyez qu'il y a des blanches aussi, mais c'est une réunion LGBT dans une université américaine pour savoir comment on peut s'organiser pour sortir de la domination du mâle blanc hétérosexuel. Il aggrave son cas, le malheureux. Et puis vient l'épisode de Black Lives Matter. Vous connaissez l'histoire. Donc, George Floyd a été tué par un policier. Vrai, quand on regarde la vidéo, le policier est quand même d'une brutalité invraisemblable. Mais quoi qu'il en soit, le grand mouvement Lives Matter commence. Donc, la vie d'un noir compte. Black Lives Matter. Et donc, on veut rappeler que beaucoup de noirs se font tuer aux États-Unis par la police américaine. Et donc, ça va partir, pas en vrille, mais d'une façon idéologiquement extrêmement intéressante à observer. Vous avez donc ce footballeur américain qui met un genou à terre pendant l'hymne américain avant un match pour montrer que la vie d'un noir compte et pour protester contre ce qui s'est passé. Et dans la foulée, c'est ça qui est fascinant, vous avez un commissariat de police entier, c'est celui du policier qui a tué George Floyd, qui sortent et qui mettent un genou à terre. Donc, bien sûr que ce policier avait tort, bien sûr qu'il a agi d'une façon vraiment complètement absurde, excessive, invraisemblable. Mais ceux qui ne sont pas convaincus, regardez les vidéos, elle est quand même extrêmement violente. Mais quoi qu'il en soit, c'est une raison de mettre un genou à terre devant le commissariat. On ne vous demande pas de vous agenouiller, réservez les agenouillements pour d'autres lieux, s'il vous plaît. Alors, les manifestations donc se répandent dans le monde entier, genou à terre, poing levé, tête baissée. Trudeau,
le brillant Premier ministre canadien qui mène son pays à marche forcée vers un wokisme galopant. Et puis, évidemment, les footballeurs en première ligne pour donner des leçons de morale. Alors, c'est fascinant de voir Mbappé qui a sûrement beaucoup souffert et qui souffre beaucoup du racisme dans sa vie. C'était un des hommes les plus riches de France. Et puis les Blancs, alors vous avez Griezmann à gauche et puis un Belge à droite. Et c'était très intéressant pendant cette compétition de voir que dans les pays de l'Est, personne ne mettait un genou en terre. Et donc vous aviez la France, la Belgique, l'Angleterre, la Hollande qui mettaient un genou en terre, et puis la Pologne, la Russie, la République tchèque, la Slovaquie, tout ça, pas de genou en terre. C'était quand même extrêmement intéressant à observer. Il y a vraiment une fracture idéologique, une fracture civilisationnelle entre l'Est et l'Ouest. Alors évidemment, parallèlement à la destruction de la chronologie en histoire, je ne vous ai pas parlé de la géographie, mais il ne nous a pas échappé que les gens de ma génération, quand ils étaient petits, apprenaient les capitales et les préfectures, et encore plus évidemment avant, eh bien, vous avez parallèlement à cette destruction de l'histoire et de la géographie, vous avez la destruction de la langue par cette espèce d'entrée de l'écriture inclusive qui a envahi la France, mais avec une brutalité absolument incroyable. Et ça, pour le coup, c'est assez nouveau, parce que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, il y a une certaine ancienneté dans le processus de décomposition. Or, l'écriture inclusive, c'est venu beaucoup plus récemment. Et ça s'accélère. Vous avez tous appris que le YEL, qui est donc la contraction de il et elle pour ne pas choisir entre l'homme et la femme, eh bien, ce YEL est lui-même aujourd'hui dépassé. Parce que certains disent, les plus extrémistes des wokistes disent, mais pourquoi la contraction de il et de elle? Il n'y a pas de il et de elle. Et donc, il faut dire autre chose. Il faut dire ol ou ul. Alors, ils inventent des trucs sans arrêt. Et donc, le YEL, que le Robert a mis dans son dictionnaire, pour dire que c'est la contraction pour ne pas genrer les gens, comme on dit, ne pas genrer. Vous imaginez à quel point on en est arrivé de dinguerie. Eh bien, pour ne pas genrer les gens, on dit YEL. Eh bien non, c'est déjà dépassé parce qu'il y a il et elle, c'est trop. Il ne faut pas il et elle. Et donc, vous avez des mairies en France où, alors évidemment, à droite, c'est la mairie de Paris, ça ne vous étonnera pas, donc conseiller.es, à gauche, relais, assistante maternelle, c'est bien, c'est extrêmement commode à lire. Et je ne résiste pas au plaisir de vous raconter une anecdote sur ce sujet-là. Il y avait un traducteur français d'un roman anglais, et comme dans le roman anglais, il y avait un peu d'écriture inclusive, on lui demande de traduire avec un peu d'écriture inclusive. Et lui dit ah ben écoutez, non, moi je ne sais pas faire ces choses-là, je traduis normalement. Et donc je mets la langue française normale. Et son éditeur l'oblige, et lui dit non, il faut mettre un petit peu d'écriture inclusive, c'est très à la mode, c'est bien. Et alors, lui, c'était un homme consciencieux, il a appris précisément ce que c'était que l'écriture inclusive jusqu'au bout, et il a traduit le roman avec une écriture inclusive intégrale, complète, pas juste E.S à la fin, hein, mais complètement. Et donc, il y a passé du temps, le malheureux, il était motivé, il faut vraiment lui rendre hommage, j'essaie de savoir son nom, mais je n'ai pas encore réussi à savoir, j'ai envie de trouver son adresse mail pour lui envoyer un mail de félicitations. Et il a remis le roman à l'éditeur, qui a regardé le livre et qui a dit mais c'est complètement illisible. Eh bien oui, c'est l'écriture inclusive. Alors l'écriture inclusive, on l'a fait ou on l'a fait pas, vous choisissez. Et comme c'était un très bon traducteur, on lui a dit bon d'accord, vous énervez pas, vous arrêtez, on arrête l'écriture inclusive et vous faites une traduction normale. Et c'était mais parfaitement illisible. C'est-à-dire qu'en plus ils sont complètement hypocrites dans leur approche. L'écriture inclusive, et on va jusqu'au bout du processus, on n'y comprend absolument rien. Alors, aux États-Unis se développe la mode des toilettes, gender neutral toilettes, inclusive. Et vous voyez donc le symbole féminin, masculin, et puis un troisième symbole, neutre sans doute, qui qualifie à l'université, en entreprise. Ça va très très vite. Alors, à quel moment ça va apparaître en France? Moi, j'en ai pas encore vu en France. Ça, c'est aux États-Unis. Mais en France, ça va apparaître. Et puis un jour, ce sera obligatoire. Vous aurez des toilettes neutres dans les entreprises. Les grandes entreprises seront obligées. Peut-être ça existe déjà d'ailleurs. Ça n'est pas exclu. Et je vous présente donc un des plus hauts gradés de la marine américaine, donc l'amiral Levin,
Alors, je ne sais plus si c'est un homme devenu femme ou une femme devenue homme. Ce serait très facile à retrouver, mais j'ai refusé de faire l'effort. Hein, vous me pardonnerez. Et donc, voilà l'abominable amiral Levin. Je dis l'abominable parce que mettre ça en exergue, la marine américaine, l'Amérique qui veut toujours être l'empire dominant dans le monde, eh ben, s'ils prennent cette pente-là, ça ne va pas durer longtemps. Des éoliennes, pourquoi des éoliennes? Est-ce que ça a un rapport? Oui, ça a un rapport. Ça fait partie de la destruction également de notre civilisation. Ça fait partie de la destruction des paysages. Donc, je vous ai mis les plus spectaculaires que j'ai choisis avec un soin vigilant mais accablé en même temps. Donc, vous avez ces énormes horreurs qui dominent une église à gauche, à droite, le coucher de soleil gâché par ces horreurs, et en bas à droite, la montagne Sainte-Victoire. Rien que ça. Juste à côté de la montagne Sainte-Victoire, vous avez ça. C'est quand même une abomination. Ça participe de la destruction de notre civilisation. Et c'est pour ça que partout, de même qu'il faut lutter contre les anglicismes, contre l'écriture inclusive, contre tout, mais je sais que je prêche des convaincus, il faut également lutter contre les éoliennes. Ça relève exactement du même combat. C'est un des bateaux pirates, il ne faut pas se tromper. C'est d'ailleurs extraordinairement intéressant à observer. La Ligue de protection des oiseaux a dit que quand même c'était très bien les éoliennes. Ah bon, il paraît que ça tuait des tas d'oiseaux, des tas de rapaces et des tas de chauves-souris. Alors là ça n'est plus important. Non, là c'est plus important parce que c'est pour un bien supérieur. Alors le bien supérieur, ils le retrouvent quand ça les arrange. C'est vous dire l'hypocrisie totale de tout ce phénomène dont évidemment le couronnement, c'est Greta Thunberg. Alors elle est moins bien vue parce que l'autre jour elle a dit que le nucléaire c'était pas si mal. Alors là, peut-être qu'elle grandit en maturité, elle apprend des choses, mais c'était extraordinaire de voir l'infantilisation, on va y venir juste après, l'infantilisation de nos élites occidentales qui invitaient cette gamine de 13 ans, 14 ans, qui venait les engueuler, il n'y a pas d'autre mot. Elle a fait là, c'est son discours célèbre, comment osez-vous, alors elle parle des adultes, comment osez-vous faire ci, comment osez-vous faire ça, sans le moindre recul, sans la moindre culture, cette pauvre gamine qui est complètement manipulée par ses parents, je ne sais pas dans quel état psychologique elle va sortir de tout ça. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est pas elle. Je pense que c'est plus une victime qu'autre chose. Mais elle a été mise en scène en quelque sorte. Mais c'est le fait que les élites sont tétanisées parce qu'elles représentent le bien à un moment donné. Et donc la nuance est à ce moment-là impossible. C'est exactement, pardon pour la comparaison, quand Zelensky dit aux députés français il faut obliger les entreprises françaises à quitter la Russie, et même avec des pertes de milliards, et tout le monde se lève et applaudit. Il n'y a pas un député qui a osé faire ça en février au moment de l'invasion de l'Ukraine. Et il y a le camp du bien, il y a le camp du mal, et la nuance n'est plus possible. Et parallèlement donc à cette infantilisation des élites, eh bien nous, on nous infantilise aussi. Non seulement on nous enferme et on nous oblige à nous vacciner si on veut mener une vie sociale normale, sinon on ne mène plus de vie sociale, on s'enferme nous-mêmes parce qu'on ne peut plus aller dans des tas d'endroits. Et après, on nous apprend que le vaccin finalement n'empêchait rien, qu'il y avait des effets secondaires, il y a des gens qui en sont morts. Mais tout ça n'est pas très grave. On a payé des milliards et des milliards à tous les labos pharmaceutiques. Mais de la même façon, ça a été un festival d'infantilisation. On nous a expliqué qu'il fallait qu'on se lave les mains. Alors, je vous ai mis quelques exemples, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Alors, récemment, à la radio, dès qu'on ne peut plus entendre une pub sur une voiture électrique, bien sûr, à 50 000 € la voiture, bien sûr, eh bien, pour nous dire, pensez à covoiturer. Mais c'est complètement dingue. On est en train de rentrer dans l'ère de 1984. C'est pour ça que j'insiste sur le sujet. Et véritablement, ça n'est pas des complotistes de dire ça. Je vous avouerai qu'il y a 20 ou 30 ans, quand je lisais certains intellectuels qui écrivaient des livres contre le mondialisme, en les lisant, je me disais quand même, ils exagèrent, ils sont un peu complotistes. Mais finalement, non, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On est en train d'entrer dans une ère de tyrannie absolument invraisemblable. Et c'est le plus grave, c'est que c'est une tyrannie intellectuelle. C'est presque pire que les tyrannies maoïstes, staliniennes, où là, on tuait les gens. Mais là, on tue les âmes, on détruit les cerveaux, on rend les gens idiots. Et c'est presque pire. Donc, à consommer avec modération après avoir entendu une pub sur le vin ou sur le champagne et manger 5 fruits et légumes par jour. Mais pourquoi pas 4, pourquoi pas 6? Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Mais il ne faut pas être dupe, c'est surtout ça. Pour ça que je mets ça, il ne faut pas être dupe
dupes de cette infantilisation. Et donc, toutes ces attaques, il faut bien avoir conscience que c'est la même chose. La révolution sexuelle, la langue, l'écologie, l'infantilisation, la tyrannie sanitaire, les manipulations génétiques, décolonialisme, mais la liste pourrait être... Là, il faut bien avoir conscience, c'est la même offensive. Et le débat, sans arrêt, est biaisé. Le grand remplacement, c'est un débat qu'on pourrait avoir. On peut y croire, ne pas y croire. On pourrait dire c'est un échange intellectuel qui pourrait être intéressant. Y a-t-il ou non un grand remplacement en France? Eh bien, vous avez LCP, la chaîne officielle de l'Assemblée nationale. Histoire d'une idée mortifère, c'est-à-dire le débat est clos, c'est terminé. Il n'y a pas de débat. Vous n'aurez pas votre débat sur le grand remplacement parce que c'est mortifère. La GPA, c'est pas mortifère, c'est bien la GPA. La PMA, n'en parlons pas, etc. L'avortement, on ne tue jamais dans l'avortement. C'est je suis libre de mon corps. Donc là, il n'y a pas d'idée mortifère. Par contre, le grand remplacement, c'est une idée mortifère. Il faut donc vraiment être parfaitement conscient de cette désinformation, mais extraordinairement profonde et, à mon avis, et c'est en ça que c'est nouveau, inédite. Parce qu'à ce niveau, c'est inédit. Et quand vous voyez le Conseil de l'Europe, vous voyez le sigle en bas du Conseil de l'Europe, qui disent, en anglais évidemment, parce que les Anglais ont quitté l'Europe, mais l'anglais est toujours la langue officielle de l'Europe, c'est à mourir de rire. Et donc, la liberté dans le hijab. Mais si des femmes en Iran veulent porter le hijab, je reviens justement de voyage en Iran, c'était très intéressant de voir que dans les rues de Téhéran, par exemple, la moitié des femmes portaient leur foulard de façon très stricte et l'autre moitié le portait de façon extraordinairement détendue. Les foulards étaient mal mis, plus de la moitié, très en arrière sur la tête, voire alors pas complètement absent, ça, il y en avait très peu qu'on croisait avec l'absence de foulard, mais c'était intéressant de voir ça. Et en discutant avec des jeunes iraniennes qui avaient le foulard très mal mis, comme on dit, elles disaient, mais nous, on ne demande surtout pas l'interdiction du foulard, mais chacun doit être libre de faire ce qu'il veut en pays d'islam, on met le foulard ou on ne met pas le foulard. Puis après tout, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères mettaient des foulards pour aller dans la rue ou des chapeaux. Elles ne sortaient pas en cheveux. Et donc, cette histoire d'interdiction du voile dans l'espace public, je n'y crois pas une seconde. Je pense même que ce n'est pas une bonne idée. De toute façon, c'est inapplicable. Il faudra envoyer combien de milliers de CRS en Seine-Saint-Denis pour que ce soit appliqué. Soyons sérieux 2 minutes, c'est de la démagogie pure pour cacher la vraie réalité qui est l'immigration sauvage qui continue à nous envahir. Et le Conseil de l'Europe, là-dedans, eh bien, participe non seulement au grand remplacement, bien sûr, mais en plus de ça, à l'islamisation des esprits. Et donc, la liberté dans le hijab. Contrairement à ce que disent certains, les femmes qui portent le hijab ne sont pas toutes obligées, mais loin de là. Il y en a qui sont ravies de le faire et qui sont des militantes du hijab. Donc là-dessus, il ne faut pas se tromper de raisonnement, mais de dire de la part du Conseil de l'Europe, accessoirement avec nos impôts, que la liberté est dans le hijab, non, pas nécessairement. C'est de toute façon une intrusion dans ce débat-là qui est scandaleusement biaisé. Alors, ce qui est intéressant, et on finira par là, j'ai un petit peu dépassé, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, eh bien, ce sont les intellectuels français venus de la gauche qui sont en train de basculer. Donc, vous avez à gauche Marcel Gauchet et vous avez au-dessus, donc, évidemment, Michel Onfray, Pascal Bruckner, en dessous Finkielkraut et Jacques Julliard, qui a passé sa vie à faire des éditos dans le Nouvel Obs et qui maintenant fait ses papiers dans le Figaro. C'est assez amusant à observer. Les plus intéressants, je pense, c'est ce Marcel Gauchet à gauche et puis Michel Onfray. Alors, on est toujours partagé devant ces intellectuels qui ont contribué au mal, qui ont contribué à tout ce qui s'est passé. Je revois encore Alain Finkielkraut, Dieu sait s'il se fait insulter maintenant pour tout et rien, mais je le revois il y a 30 ans devant Anne Sinclair, l'émission du dimanche soir qui s'appelait 7 sur 7, quand il est interrogé sur le Front National, il répond « Le Front National, c'est le mal absolu ». Alors pour lui, le Front National, c'est le mal absolu. Alors maintenant, il dit l'islamisme, c'est le mal absolu. C'est bien comme évolution. Je suis quand même toujours un peu partagé, je suis content de leur évolution, mais en même temps, je me dis si ces gens-là, qui ont si mal pensé si longtemps, ont basculé de l'autre côté et disent maintenant, ça suffit, Pascal Bruckner, qui se dit toujours de gauche, Michel Onfray, qui se dit toujours de gauche,
Pascal Bruckner a écrit un livre, Le sanglot de l'homme blanc, qui est extrêmement intéressant, et dit arrêtons avec la colonisation, on a fait beaucoup aussi pour les Noirs, donc que l'homme blanc arrête de sangloter sur ce qu'il est censé avoir fait de mal. Et à côté de ça, vous l'écoutez, il dit je reste à gauche. Alors je suis un peu partagé entre le fait de dire ah, cette prise de conscience est quand même salutaire et intéressante, et c'est vrai que Michel Onfray, objectivement, et Marcel Cauchet disent des choses vraiment très intéressantes aujourd'hui, mais en même temps, quelle culpabilité j'attends de leur part, puisque la repentance est à la mode, un minimum de repentance. Or, ils n'y arrivent pas. C'est ça qui est très intéressant à observer, sauf peut-être Marcel Cauchet, c'est pour ça que je l'ai mis en plus important que les autres. Michel Onfray, qui est un esprit mais brillantissime, continue à dire moi je suis de gauche, je reste de gauche, c'est la gauche qui a changé, moi j'ai pas changé. Mais c'est pas vrai, c'est faux. Il a changé, il ne dit plus du tout la même chose. Il a écrit des choses il y a 30 ans, il n'écrirait plus du tout les mêmes choses aujourd'hui. Et cette absence, alors je demande surtout pas la repentance, hein, c'était une boutade, vous l'avez bien compris, mais quand même, c'est pas une honte de dire à un moment donné, eh bien je me suis trompé, j'ai dit ça, j'ai défendu ça, et c'est une erreur parce que c'est une idée qui est en train de détruire notre civilisation. Donc j'attends de ces intellectuels un peu plus, leur responsabilité est lourde parce que c'est une responsabilité de gens qui ont justement une intelligence supérieure à la moyenne et qui sont appelés à des devoirs plus importants. Et pour finir, chers amis, eh bien, je vous propose quelques livres. Vous avez en haut à gauche un livre très intéressant de Bérénice Levet. Pour ceux qui ne connaissent pas Bérénice Levet, notez son nom. Notez son nom parce que c'est toujours très brillant. Ce qu'elle écrit. Elle écrit quelquefois des articles dans le Figaro, mais surtout elle sort des livres régulièrement. Elle vient d'en sortir un sur le wokisme, justement. Je n'ai pas eu le temps de le mettre, là, je vous avouerai. Et vraiment, tout ce qu'elle fait est remarquablement pensé et écrit. Vous avez en dessous l'excellent livre d'Anne de Guigné, Le capitalisme woke. J'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est l'entrée, parce que c'est pas encore suffisamment présent, mais on sera obligé d'en reparler un jour, l'entrée du wokisme dans les entreprises. Dans les PME, ça se sent pas trop, mais dans les grandes entreprises, c'est terrible. Plusieurs personnes ont dit, mais dans telle grande banque et dans telle grande entreprise, mais ils hissent le drapeau LGBT le jour de la journée de je sais plus quoi. Vous avez des messages tous les jours appelant à la tolérance. Enfin, c'est incroyable. Il y a encore 10 ans, ces mêmes salariés ne recevaient aucun message en ce sens. Donc, c'est allé quand même très, très vite. Et aujourd'hui, s'opposer à la mainmise intellectuelle wokiste en entreprise, c'est extrêmement périlleux et ça peut coûter son poste. Donc ça commence à s'accélérer. Anne de Guigné démontre bien ça, et elle rapporte comment Vittel, qui un jour a fait une publicité pour l'eau de Vittel, ou l'eau d'Évian, je ne sais plus laquelle des deux, peu importe, ce qui paraît logique, disant buvez tous les jours. Et puis, ils ont sorti ça en plein Ramadan. Donc, ils se sont pris une avalanche de messages haineux de la part de musulmans. Donc, comment pouvez-vous dire de boire dans la journée alors que nous sommes en plein Ramadan? Eh bien, ces idiots-là, ces lâches, ces traîtres, désolé d'employer des mots aussi forts, mais vraiment, c'est incroyable. Au lieu de répondre par le silence ou de dire, ce qui aurait été plus courageux, il n'y a pas que des musulmans en France, eh bien, ils se sont excusés. D'accord. Donc nous, qui ne sommes pas musulmans, on va arrêter aussi de boire toute la journée pendant le Ramadan par solidarité. Où est-on? Où est-on? Évidemment, vous avez le livre de Bock-Côté, qui est remarquable, La Révolution racialiste. Vous connaissez tous ce sympathique Québécois que j'ai quelquefois du mal à suivre oralement, pour vous dire les choses franchement, mais qui, par écrit, est excellent. Et puis, en bas, Julien Rochdy vient de sortir un bon livre sur la philosophie de droite. Et Alan Bloom, c'est un livre qui a 30 ans. Tout est dit. C'est un Américain qui parle du déclin de la culture générale. C'est absolument remarquable. Il vient d'être réédité. C'est un livre un peu exigeant. Il fait 600 à 700 pages, mais c'est remarquable et il est au moins comme livre de référence. Je vous le conseille, si je puis me permettre, même sans le lire d'une traite. D'ailleurs, on ne peut pas le lire d'une traite. De temps en temps, on lit un chapitre. C'est absolument passionnant. Tout est dit et je vous recommande cela. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Je réponds donc aux questions qui me sont posées. Je salue Marguerite Marie qui me pose une question. Nous étions en voyage en Syrie ensemble, donc nous avons des souvenirs communs extrêmement intéressants sur la Syrie de l'après-guerre. Le wokisme n'est-il pas appelé à se détruire lui-même tellement il est absurde?
Eh bien, non, cher ami, je ne crois pas. Je crois que le danger est vraiment très, très fort parce que l'absurdité, à ce compte-là, le communisme n'aurait jamais marché. Et il y a tant d'idéologies qui ont marché et qui n'auraient pas marché. Et donc, ça ne va pas suffire. Le fait que ce soit absurde, si on y réfléchit bien, le confinement est absurde. Cette tyrannie sanitaire à laquelle on a dû se soumettre à tel point que à l'île de Ré, je connais quelqu'un qui se baignait un jour de confinement. Il était évidemment totalement seul sur la plage. La gendarmerie a envoyé un hélicoptère pour survoler la mer et c'est descendu près de lui et les gendarmes lui a fait des signes pour dire rentrer immédiatement. Il allait sans doute contaminer les poissons ou se faire contaminer par le sable. Enfin, quand on arrive à ce niveau absurde, je pense que le wokisme, même s'il est absurde, et vous avez parfaitement raison, eh bien, je crains qu'il ne soit pas appelé à se détruire lui-même, et je crois qu'il faut qu'on se batte contre. Une dame me dit qu'elle a un problème de son, mais elle me l'a dit, elle le dit à 15h06, donc c'était il y a bien longtemps, donc je ne sais pas quoi dire. Et quelqu'un répond, aucun problème de son pour moi, ça me rassure, j'espère, madame. De toute façon, chacun, sur tous les participants inscrits, la moitié ont écouté en direct, ce qui veut dire que l'autre moitié écoutera en différé. Vous pouvez évidemment réécouter tout cela à chaque fois. J'espère que cette conférence vous a intéressé. Je vous donne rendez-vous. Pour être franc, je n'ai plus la date en tête, mais vous l'avez sûrement. Et donc, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine conférence. J'espère que vous serez aussi nombreux et je compte sur vous pour faire venir d'autres amis à ces conférences. Un grand merci et à très bientôt. Au revoir.